Spoilcast, le podcast qui vous spoil les mauvais films. Salut, c'est Corentin, bienvenue dans le Spoilcast, l'émission qui vous divulgâche l'envie d'aller voir de mauvais films au cinéma. Rappel du principe, quand je vais voir un film au cinéma ou sur les plateformes de streaming et qu'il est mauvais, je vous le spoil, comme ça vous n'avez plus besoin d'aller le voir. Cette semaine, pour ce deuxième épisode, je vais vous parler du reboot du grand classique de Walt Disney, créé en 1937, lui-même inspiré d'un vieux conte allemand mis en mots dans les recueils des frères Grimm, j'ai nommé Blanche-Neige. Blanche-Neige est un film des studios Disney sorti le 19 mars 2025 et réalisé par Mark Webb, un réalisateur principalement de clips musicaux et de 2 films Spider-Man. Les 2 mauvais, ceux avec Andrew Garfield. La photographie est dirigée par Mandy Walker, qui a déjà travaillé sur un autre remake Disney, Mulan, en 2020, ou bien encore sur Les Figures de l'ombre, en 2016. Les musiques du film original ont été massacrées et les nouvelles ont été composées par Jeff Morrow. Les rôles principaux sont endossés par Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap et Anzu Kabia, tandis que Andrew Barr Feldman, Titus Burgess, Martin Kleba, Jason Kravitz, George Salazar, Jeremy Swift et Andy Groth-Luschen prêtent leur voix aux 7 nains dans la version originale. Ça, c'est pour la fiche technique du film. Maintenant, on passe au spoil. Vous êtes prévenus. Si vous voulez passer à la conclusion critique du film tout de suite, passez à la minute. 10 et 15 secondes. Blanche-Neige est donc le remake du premier grand classique de Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 nains, qui a été amputé de ses 7 sympathiques personnages rondouillards. Enfin, juste dans le titre, parce que le film met bien en scène 7 gnomes hyper difformes avec des nez de poivreau du bistrot du coin. Donc si vous avez vu l'original de 1937, je vais pas pouvoir vous spoiler l'intrigue globale. Blanche-Neige est jolie, ça rend jalouse la méchante reine sorcière qui décide de la faire assassiner par un chasseur qui, pris de remords, épargne Blanche-Neige et lui dit de fuir loin dans la forêt. Blanche-Neige arrive chez les 7 nains et devient leur dame de ménage. La méchante reine, à qui le miroir magique confirme que Blanche-Neige est toujours en vie, décide qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et se transforme en sorcière hideuse pour aller donner une pomme empoisonnée à bouffer à Blanche-Neige qui tombe dans un sommeil de mort. Les nains, ne pouvant se résoudre à cacher la beauté de Blanche-Neige, ne l'enterrent pas, mais lui confectionnent un cercueil de verre orné d'or. La légende de la belle princesse endormie arrive aux oreilles du beau prince charmant qui réveille la princesse grâce à son premier baiser d'amour non consenti. Et la méchante reine est morte. Alors, qu'est-ce que ce nouveau film apporte à l'intrigue originale ? Pas grand-chose de bon, vous vous en doutez. D'abord, l'origin story de Blanche-Neige est plus détaillée. On la voit jeune et insouciante, gambader dans les rues du royaume de son papounet de roi et de sa maman, la reine parfaite, dont les couronnes sont kitschissimes et criardes à mourir. La direction artistique du film en général est d'ailleurs vraiment too much, à vous faire saigner les couleurs par les yeux. Un peu de sobriété visuelle aurait été plus judicieux. Bref, la gentille reine meurt de maladie et le bon roi est séduit par une étrangère, interprétée par Gal Gadot, qui va donc devenir la méchante reine. Comment fait-elle pour évincer le roi ? Elle le convainc qu'un des royaumes frontaliers est une menace et qu'il faut partir en guerre. Il part donc avec une armée de quelques pecnos et ne reviendra pas. La méchante reine fait de sa belle-fille une boniche et l'oblige à rester au château pour faire le ménage. Autre modification du matériel original, le prince charmant est troqué contre un révolutionnaire fidèle au roi disparu, interprété par Andrew Burnap, qui est contraint à voler dans les réserves régionales pour manger. Il y croise Blanche-Neige, qui est donc interprétée par Rachel Zegler, devenue jeune femme, et qui laisse le beau voleur repartir avec son sac de pommes de terre. Malheureusement pour lui, il est rattrapé par les gardes du château qui ont été recrutés parmi la populace. La reine est explicitement montrée comme une dictatrice, contrairement au dessin animé de 1937. Elle est bien obnubilée par sa propre beauté, mais également par l'accumulation de monceaux de diamants et de pierres précieuses qui représentent sa beauté pure et intemporelle, par opposition à la rose qui se fane et qui représente donc Blanche-Neige. J'en reviens au voleur au grand cœur, qui, malgré les protestations de Blanche-Neige, est condamné à mourir de froid, encordé à la grille du château. Sauf que c'est le printemps dans le royaume, et qu'il a été attaché par les mains avec un nœud cocarde sur lequel il suffit de tirer pour s'en défaire, ce que Blanche-Neige fait sous le regard vicieux de la reine.
C'est à ce moment que cette dernière ordonne au chasseur de l'emmener cueillir des pommes, plutôt que des fleurs dans la version originale, avant de lui arracher le cœur à mettre dans un écrin en guise de preuve de son méfait. Petite différence avec le dessin animé, Blanche-Neige fait front au chasseur qui la menace de son couteau et lui demande « Pourquoi ?» Elle apparaît donc plus courageuse que la Blanche-Neige de 1937 qui hurle en se cachant derrière ses bras. Et c'est clairement une volonté du film de ne plus faire de Blanche-Neige seulement une demoiselle en détresse, mais bien une actrice de son propre salut. Sauf que c'est mal fait, mais j'y reviens. La scène de la fuite dans la forêt est identique. La forêt est de plus en plus sombre, les arbres prennent des traits monstrueux, et Blanche-Neige chute dans un étang avant de s'écrouler dans une clairière, scrutée par des yeux effrayants, qui s'avèrent simplement être ceux d'animaux de la forêt. À noter qu'à nouveau, la direction artistique a foiré. Le parti pris de porter le design original en CGI photoréaliste, mais avec des yeux grands comme des soucoupes, vous emmène droit dans la Uncanny Valley. Bref. Scène dans la mine des nains. Ah, la chanson! On veut la chanson! Mais je vous ai un peu prévenu dans la fiche technique, les 2 chansons classiques ont été massacrées. Donc, eh ho, on rentre du boulot, est devenu eh ho, on retourne au boulot. Comme si Georges-Louis Boucher ou Macron étaient passés par là. Et le pincement au cœur ne s'arrête pas là. Non. Déjà, c'est la première scène avec les nains. Et je vous l'ai dit, ils sont laids. Hyper difformes, avec une tête aussi grosse que leur corps, et des nez en patates Rubicon d'alcooliques. Les petits reflets diamants en forme d'étoiles peints à la main sur les murs sont devenus des gisements de pierres d'infinité de l'univers Marvel, révélés par les pouvoirs magiques des nains. Oui, ils ont des pouvoirs magiques. Encore une fois, tout est too much. Et ça ne colle pas. Enfin, les nains rentrent dans leur chaumière après leur journée de travail et trouvent Blanche-Neige endormie. Ils sympathisent, font le ménage ensemble, en massacrant au passage l'autre musique classique, siffler en travaillant. À nouveau, le scénario va s'écarter du matériel original. Le gentil voleur que Blanche-Neige a sauvé en début de film, qui s'appelle en fait Jonathan, est le leader d'une petite troupe de joyeux résistants qui se cachent dans la forêt, dont Quig, le maître de l'arbalète, une petite personne qui s'avérera être l'objet d'un fusil de Tchekhov, c'est-à-dire que son pseudonyme aura un enjeu particulier à un moment précis du scénario. Tout ce beau monde croise Blanche-Neige et se retrouve à la maison des nains pour faire la fête. C'est sans doute la scène qui est censée remplacer celle de la danse tyrolienne de Blanche-Neige avec les 7 nains qui chantent du yodel, dans le dessin animé. Une autre scène mythique passée à la moulinette donc. Entre-temps, la reine a appris que Blanche-Neige n'est pas morte et envoie une troupe de soldats pour la retrouver. Le groupe des gentils l'apprend et Blanche-Neige insiste pour se joindre à eux et se battre. Encore une tentative de rendre Blanche-Neige plus volontaire et active pour son propre salut. Jonathan est arrêté et Blanche-Neige retourne à la maison des nains. C'est donc une scène qui sert à rien. La troupe de soldats rentre bredouille, ou en tout cas pas avec la personne qui intéresse la reine. Elle fait enchaîner Jonathan dans les donjons, à côté de ce traître de chasseur, et décide enfin de régler le problème elle-même. Vient donc la scène mythique de la transformation en sorcière et de la création de la pomme empoisonnée. Ah ben non. Encore une scène passée à la trappe et expédiée en 30 secondes. La reine sorcière trouve Blanche-Neige, lui file la pomme et Blanche-Neige tombe dans le coma. Juste un petit détail, la reine avoue à Blanche-Neige qu'elle a tué le roi son père. Mais franchement, si le film essaye de nous vendre ça comme un plot twist, nous, on n'a jamais eu aucun doute. Et d'ailleurs, on s'en fiche un peu à ce stade de lamentation devant un film aussi insipide. On arrive enfin sur la fin. Ouf! Mais c'est plus long que dans le dessin animé de 1937. Ah! Jonathan se libère en tirant sur sa chaîne et en l'arrachant. Décidément, c'est facile de s'évader dans ce royaume. Il retrouve Blanche-Neige endormie et entourée par les nains tout penauds et la réveille de son baiser, qui n'est pas plus consenti que l'original. Hein. On n'embrasse pas une personne qui dort, les gens! Le changement, c'est que la reine a repris ses traits de beauté fatale et se réfugie dans son château. Mais Blanche-Neige lui fait front et convainc l'ensemble de la garde royale de reprendre leur métier civil grâce au fait qu'elle se souvient de leur prénom. Waouh! Mais quel final! C'est le pouvoir de l'amitié qui résout tout. La reine est frustrée et essaye de poignarder Blanche-Neige qui est sauvée par un tir d'arbalète de Quig. Vous vous souvenez? Le fusil de Tchekhov. La reine retourne devant son miroir, qui lui confirme qu'elle est moins belle que Blanche-Neige, surtout en termes de beauté intérieure.
Elle brise le miroir de rage et est aspirée dedans après s'être transformée en minéral tout noir. Ah, c'est enfin fini. Quel mauvais film. Pouh. Bon, il y a donc rien qui va dans ce film. De 1, j'en ai déjà parlé, c'est too much visuellement. Trop de couleurs, trop de détails, trop de textures, trop d'images de synthèse à vous en donner la nausée. De 2, il y a trop de chansons, de mauvaises chansons. Il y en a 13 en tout, y inclut les 2 originales massacrées. Le film dure 1h42, ça fait une chanson qui commence toutes les 8 minutes. En sachant qu'une chanson dure en moyenne 2 à 3 minutes, ça fait 25 à 30% du film de chansons. Au bout de 5, je demandais grâce. De 3, le jeu des acteurs est kitschissime. Et de 4, le scénario. Pourquoi ça ne va pas le scénario ? Eh ben, on sent que le réalisateur, il a voulu faire de Blanche-Neige une femme forte, qui ne subit pas simplement les événements et qui n'attend pas juste d'être sauvée par le prince charmant. Et c'est bien d'essayer de renvoyer une meilleure image de la femme et avoir une dimension féministe et inclusive. Mais c'est mal fait, c'est poussif et ça n'a aucune cohérence. En discutant avec les personnes qui ont vu le film avec moi, on a pensé à au moins 3 autres scénarios qui auraient vraiment pu avoir une vision plus féministe tout en étant original et en apportant une vraie plus-value au scénario. Un peu comme le film Maléfique, un autre reboot Disney, avait su le faire. Par exemple, La Pomme Empoisonnée aurait pu, plutôt que de faire plonger Blanche-Neige dans un sommeil de mort, la transformer en vieille femme, ce qui aurait pu mettre à l'épreuve l'amour du prince. Ou encore, puisqu'il y avait ce personnage du roi qui disparaît en début de film, ça aurait pu être lui dans le coma, et Blanche-Neige qui fait tout pour le réveiller et sauver le royaume du joug de la sorcière. Et enfin, Blanche-Neige aurait pu convaincre la reine que le vrai ennemi, c'est ce miroir qui la juge et la renvoie à son unique apparence. Et le miroir, il aurait pu être détruit par les nains, vu qu'ils ont des pouvoirs magiques. Quitte à mettre en place des fusils de Tchekhov, autant les exploiter jusqu'au bout. Parce que là, le pouvoir des nains, il sert à rien. Il y a juste une idée que j'ai trouvée sympathique, mais sans plus. Donc je vous spoil pas, hein, vous commencez à comprendre le concept. Donc, si je devais résumer le film en une phrase, ce serait « Ce film devrait pas exister ». C'est probablement le score le plus bas que je peux donner, mais je crois en la capacité des mauvais films à me surprendre. Je vous conseille donc de revoir le grand classique de Disney créé en 1937, Blanche-Neige et les 7 nains, plutôt que ce remake qui n'apporte rien et qui détruit même une partie de l'œuvre originale. Voilà, c'était Corentin pour la critique spoil du remake live-action de Blanche-Neige. N'hésitez pas à liker ou à partager le podcast et à laisser un commentaire pour me dire quel scénario alternatif vous auriez préféré dans ceux que je vous ai proposés, ou bien quelle idée m'a plu pour ceux et celles qui ont vu le film. Allez, à bientôt j'espère pour un nouvel épisode du Spoilcast.